c'est le jeu de société le plus vendu de toute l'histoire. 350 millions d'exemplaires écoulés, traduits en 47 langues, plus d'1 milliard de joueurs. Un jeu dont le but est simple, bâtir un empire immobilier, encaisser les loyers et ruiner ses adversaires. Aucun autre jeu n'incarne aussi bien la réussite individuelle, la compétition et le pouvoir de l'argent que le Monopoly. Avec ses hôtels rouges et verts alignés rue de la Paix, ses hypothèques et sa casse-prison, le Monopoly c'est une guerre économique en miniature. Un condensé brutal du libéralisme, compressé sur un plateau de jeu. Mais voilà, à l'origine, le Monopoly n'a pas été inventé pour glorifier le capitalisme, il a été inventé pour le dénoncer. Ce jeu devait être une arme pédagogique, un outil pour montrer comment une situation de monopole pouvait écraser les plus pauvres et enrichir une poignée de privilégiés. Et pourtant, en quelques décennies, ce jeu va devenir une véritable célébration de l'argent roi, se vendre à des millions d'exemplaires et devenir une machine à cash colossale. Mais comment un jeu pensé pour dénoncer les inégalités a-t-il pu devenir le symbole mondial du capitalisme exacerbé ? L'histoire troublante du Monopoly, c'est celle d'une récupération marketing incroyable. Une histoire de copie, de mensonges et d'expropriation qui a transformé un outil politique en l'une des plus incroyables success stories du XXe siècle. On est en 1903. Avec le boom de la révolution industrielle, les États-Unis grandissent à une vitesse fulgurante. En quelques années, des fortunes colossales se créent, comme le magnat du pétrole John Rockefeller, le banquier JP Morgan ou le roi de l'acier Andrew Carnegie. Des monopoles s'installent dans chaque secteur de l'économie. Ils contrôlent l'énergie, les chemins de fer ou la finance. Ces monopoles écrasent la concurrence, accumulent les richesses, pendant que des millions d'Américains sous-payés s'installent dans la précarité. C'est au milieu de cette Amérique en pleine effervescence que vit une jeune femme nommée Elisabeth Magie. Elle est secrétaire le jour, écrivain le soir, et s'intéresse aux théories d'Henri George, un économiste qui avait une idée explosive, taxer la rente foncière pour limiter le pouvoir des propriétaires et mieux répartir les richesses. Mais dans une Amérique qui glorifie la réussite individuelle, où l'argent et les dollars coulent à flot, faire passer ce genre d'idée, c'est quasi mission impossible. Alors Elisabeth Magie tente autre chose, une approche plus ludique. Elle décide de créer un jeu de société. Pas un divertissement pour les enfants, mais un jeu pensé comme une arme pédagogique. Avec un but clair, montrer comment une poignée s'enrichit pendant que la majorité s'appauvrit. Elle baptise son invention The Landlord's Game, le jeu du propriétaire foncier. En 1904, elle dépose un brevet pour protéger cette idée. Le jeu est alors composé d'un plateau quadrillé avec des propriétés achetées, des loyers encaissés et une case prison. Ça ressemblait déjà beaucoup au Monopoly moderne, mais avec une différence cruciale. Le brevet prévoit 2 versions du jeu. Une version coopérative où tout le monde partage la richesse et gagne la partie ensemble, et une version compétitive. Là, c'est chacun pour soi, et le vainqueur est celui qui dépouille tous les autres. Un jeu pensé pour comparer 2 modèles de société, un basé sur la solidarité et l'autre basé sur la loi du plus fort. Sur le papier, l'idée est excellente et le timing semble parfait. Le Parti socialiste américain venait de naître 3 ans plus tôt, et une partie de la société commençait à dénoncer les excès du capitalisme. Le jeu commence à trouver un certain écho. Dans les années 1910 et 1920, il circule dans certains cercles d'initiés, des professeurs, des intellectuels, des militants, mais clairement, The Landlord's Games ne décolle pas. Le jeu est vu comme trop compliqué, trop sérieux et surtout trop marqué politiquement. En gros, il n'est pas calibré pour séduire le grand public. Et c'est justement cet échec qui va ouvrir la voie à une autre histoire. Parce qu'en 1931, à Philadelphie, un homme va tomber par hasard sur ce jeu. Et son intuition va transformer un manifeste anticapitaliste en une cash machine planétaire. 1931. L'Amérique vit encore sous le choc du crash de 1929. Les banques se sont effondrées, des millions d'emplois ont disparu, les files de chômeurs s'allongent devant les soupes populaires. Parmi eux se trouve un homme ruiné, Charles Darrow. Avant la crise, il occupait un poste de vendeur de systèmes de chauffage. Rien d'exceptionnel, mais ça lui permettait de nourrir sa famille. Mais depuis 1929, il n'a plus rien. Plus de travail, plus aucune perspective. Mais un soir, alors qu'il dîne chez des voisins, il découvre un jeu étrange. Un plateau quadrillé, des cartes griffonnées et des règles qui ressemblent étrangement au mécanisme du capitalisme. Ce jeu, c'est le Landlord's Game, l'invention d'Elisabeth Magie. À travers ce jeu, Charles Darrow ne voit pas un manifeste politique. Il voit autre chose, une opportunité, une chance de se refaire. Alors il décide de créer sa propre version du jeu avec les moyens du bord. Une toile cirée en guise de plateau, des cartes écrites à la main, des bouts de bois pour les maisons et les hôtels.
C'est artisanal, un peu bancal, mais l'essentiel est là, car Darrow change l'esprit du jeu. Il adapte quelques cases, en ajoute d'autres, pour ne garder que la version capitaliste. Il tient son produit, et le baptise d'un nom simple, 4 syllabes qui claquent comme un uppercut, Monopoly. Darrow est sûr qu'il tient un concept génial, alors il le présente à Parker Brothers. À l'époque, Parker Brothers est le leader américain du jouet. S'ils disent oui, ce pourrait être le début de la fortune pour Darrow. Mais quelques semaines plus tard, déception, c'est un refus catégorique. L'éditeur lui dresse une liste de 52 défauts. Le jeu est jugé trop long, trop compliqué, en gros, invendable. Pour beaucoup, ça aurait été la fin de l'histoire, mais pas pour Darrow. Il croit en son idée. Alors il commence à fabriquer lui-même ses propres boîtes. Il peint les plateaux à la main, dessine chaque carte et commence à les vendre autour de lui. Et là, surprise, c'est le succès immédiat. Le public adore, les familles en redemandent. Le bouche à oreille s'emballe, les ventes décollent. Ce succès va vite arriver aux oreilles de Parker Brothers et en 1935, l'éditeur rachète les droits du jeu. En quelques mois, le Monopoly devient un phénomène national puis planétaire. Charles Darrow, l'homme au chômage, sans avenir, devient millionnaire. On a là une belle histoire, un conte de fées à l'américaine, le mythe parfait pour vendre des millions de boîtes. Mais voilà, si le public apprend que le Monopoly est la copie d'un autre jeu, cela pourrait impacter les ventes. Alors pour protéger leur business, Parker va prendre une décision radicale, réécrire l'histoire et faire disparaître Elizabeth Magie. Officiellement pour le grand public, l'histoire du Monopoly, c'est celle d'un chômeur fauché qui invente un jeu de société et qui devient millionnaire. Mais la réalité est tout autre, parce que Charles Darrow n'a rien inventé, il a simplement repris l'idée d'Elizabeth Magie. Et ça, Parker le sait très bien. Le problème, c'est que si la vérité éclate, le conte de fées disparaît. Impossible de vendre un jeu présenté comme l'invention géniale d'un gars ordinaire si le public découvre qu'il s'agit d'une copie et qu'en plus son auteur original est une militante anticapitaliste. Alors l'éditeur choisit une stratégie radicale, effacer Elizabeth Magie de l'histoire. En 1936, Parker achète officiellement son brevet. Mais pas pour des millions, pas même pour une rente, Elizabeth Magie cède ses droits pour $500. Un simple chèque, sans royalties, sans licence et sans aucun droit sur les ventes futures. Pendant que Darrow devient millionnaire, elle ne va plus toucher un centime. Elle pensait diffuser un message, mais ce qui va circuler dans le monde entier, c'est la version capitaliste du jeu. Une version où la coopération disparaît au profit du capitalisme qu'elle dénonçait. À partir de là, Parker Brothers orchestre un récit millimétré. Le Monopoly n'est plus l'invention d'une femme idéaliste, mais l'histoire d'un chômeur ruiné qui trouve une idée et qui devient millionnaire. Un storytelling parfait pour séduire l'Amérique en crise des années 30 et surtout pour écouler des millions de boîtes. Elizabeth Magie, elle est effacée, sa version coopérative du jeu enterrée et son nom rayé de l'histoire. Est-ce que c'est une injustice ? Oui, sans doute, parce qu'Elizabeth Magie s'est fait exproprier de son propre jeu et quelqu'un d'autre s'est enrichi à sa place. Mais c'est aussi une leçon implacable, parce que cette réécriture de l'histoire, aussi cynique soit-elle, repose en fait sur une logique business implacable. Une logique qui est encore aujourd'hui l'une des armes les plus puissantes du marketing moderne. Le jeu d'Elizabeth Magie n'était pas une mauvaise idée. Proposer une version collaboration, une version compétition de son jeu était même brillant. Mais son erreur, c'est d'avoir conçu un produit qui n'était pas adapté à son marché. Les États-Unis sont le pays de la réussite par excellence. Un jeu qui critique le capitalisme n'avait aucune chance de devenir populaire. C'est comme essayer de vendre des blousons de ski à des bédouins au milieu du Sahara ou proposer un régime vegan à une équipe de rugbyman. Ton produit peut être excellent, mais si ton marché n'est pas aligné, tu fonces droit dans le mur. Dans un pays communiste, comme Cuba ou la Chine de Mao, son jeu aurait sans doute cartonné. Là-bas, un discours contre la propriété privée aurait trouvé un public enthousiaste. Mais aux États-Unis, non. Ce que les gens voulaient dans les années 30, c'était s'enrichir. Se dire qu'après la Grande Dépression, eux aussi pouvaient bâtir un empire. Même si ce n'était qu'autour d'un plateau de jeu. Charles Darrow n'a pas inventé le Monopoly. Il a simplement fait ce que font tous les grands entrepreneurs. Il a pris une idée existante et il l'a adaptée à son marché. Il a transformé un jeu politique trop sérieux, trop militant, en un jeu divertissant, fun, familial. Un jeu où le but est clair, devenir riche et écraser tous ses adversaires. Et ça, c'était parfaitement aligné avec l'esprit américain des années 30. Le rêve de prospérité, le culte du winner contre les losers et l'envie de tourner la page après la crise de 29. Un siècle plus tard, le principe est exactement le même. Dans un monde dominé par Internet et les réseaux sociaux, cette logique d'adaptation reste une arme redoutable.
Steve Jobs n'a pas inventé la souris, il a pris un appareil qui existait déjà chez Xerox et l'a adapté au grand public, avec un fonctionnement simple, fluide et épuré. Résultat, le Mac a balayé ses concurrents et façonné l'ère moderne de l'ordinateur personnel. Mark Zuckerberg n'a pas inventé les réseaux sociaux. Il a pris un site réservé aux étudiants de Harvard et l'a ouvert au monde entier. Résultat, 3 milliards d'utilisateurs, 165 milliards de chiffre d'affaires annuel, alors qu'un réseau limité à une université n'aurait jamais été rentable. Travis Kalanick n'a pas inventé le taxi, mais avec Uber, il a adapté le concept à son époque et aux usages digitaux. Une app fluide, un paiement intégré, des prix agressifs et à la clé, un empire mondial bâti sur une idée vieille comme le monde. Darrow, Jobs, Zuckerberg, Kalanick n'ont rien inventé, mais ils ont tous fait la même chose, prendre une idée existante et l'adapter à leur marché et à leur époque. Et le plus ironique, c'est que le Monopoly continue d'appliquer exactement ce même principe. C'est comme ça qu'il traverse les générations, les cultures, les époques, et qu'il continue d'écouler chaque année des millions de boîtes de jeux. Il existe aujourd'hui plus de 1000 éditions différentes du Monopoly dans le monde. Le jeu s'adapte aux pays, aux cultures, aux époques et même aux tendances. En France, tu trouves des versions Paris, Lyon, Marseille. En Angleterre, c'est Londres. Aux États-Unis, chaque grande ville a son Monopoly. Côté culture pop, on a vu débarquer des versions Stranger Things, Game of Thrones, Pokémon, Star Wars. Bref, chaque génération a droit à son Monopoly. Et même les mouvements sociaux y ont droit. En 2019, Hasbro a lancé une version Miss Monopoly. Dans cette version dite féministe, les femmes touchent plus d'argent que les hommes. Et au lieu d'acheter des propriétés, les joueurs investissent dans des grandes inventions faites par des femmes. Mais ironie du sort, l'éditeur n'a pas profité de l'occasion pour mentionner le nom d'Elizabeth Magie comme inspiratrice du Monopoly. Et même dans la vidéo promo, il s'indigne que les femmes ne détiennent que 10% des brevets. Si Elizabeth Magie avait été vivante, elle aurait sans doute bien rigolé. Ou pas. Il existe aussi une édition Monopoly pour les millennials, avec des cartes qui disent « Oublie les propriétés, t'as pas les moyens de te les payer, achète plutôt des expériences ». Et le plateau est adapté avec des cases télétravail, vélo en libre service ou resto végétarien. En clair, le Monopoly applique toujours aujourd'hui la même recette que celle de Charles Darrow, prendre une idée et l'adapter au marché. Et c'est exactement ce que tu dois retenir de cette histoire. Parce que le Monopoly, c'est pas juste un jeu, c'est aussi une leçon de business intemporelle. Arrête de chercher l'idée révolutionnaire. Regarde plutôt ce qui existe déjà et demande-toi comment tu peux l'améliorer, l'adapter ou la rendre plus accessible. Souvent, c'est plus simple, c'est plus rapide et c'est surtout plus efficace. Parker Brothers n'a pas seulement vendu un jeu, ils ont vendu aussi un conte de fées, celui d'un chômeur devenu millionnaire en pleine crise financière. Et c'est cette histoire qui a fait rêver les Américains. Dans ton business, c'est pareil. Les gens n'achètent pas seulement un produit, ils achètent aussi l'histoire qui va avec. Justine Hutto ne vend pas seulement des déodorants avec sa marque Respire, elle vend aussi son histoire. Celle d'une jeune femme qui décide de lancer une gamme de cosmétiques naturels après qu'on lui ait détecté une tumeur bénigne. C'est cette histoire qui inspire confiance et qui fait vendre. Elizabeth Magie avait une idée brillante, mais elle n'était pas adaptée à l'Amérique capitaliste des années 30. Darrow, lui, a simplement aligné le jeu avec la culture de son pays. En business, une bonne idée mal positionnée est vouée à l'échec, alors qu'une idée banale mais bien adaptée à son marché peut devenir un empire. Regarde MrBeast, il n'a pas inventé les chocolats ou les burgers, mais il les a adaptés à sa communauté avec un marketing percutant. Résultat, un carton monumental. Alors au fond, qu'est-ce que cette histoire nous dit ? Qu'un produit, aussi bon soit-il, peut disparaître s'il n'est pas porté par la bonne histoire. Et qu'en business, le vrai génie, c'est pas toujours d'inventer, mais de simplifier et d'adapter pour toucher le plus grand nombre. Le Monopoly devait être une critique du capitalisme. Il en est devenu le symbole grâce à un chômeur qui a eu une bonne intuition. L'histoire de Charles Darrow nous enseigne une vérité essentielle. Et pas la meilleure idée qui gagne, mais celle qui est le mieux adaptée à son marché. C'est la différence entre encaisser des loyers rue de la Paix ou termine complètement fauché sur la case banqueroute. Voilà, j'espère que tu as trouvé cette vidéo intéressante et que tu as appris plein de choses. Alors cette histoire, elle n'est pas très connue, mais elle a peut-être inspiré les studios Disney. Parce qu'au moment où on finalisait le montage de cette vidéo, est sorti Zootopie 2. Et maintenant que tu connais l'histoire d'Elizabeth Magie, du Landers Game, de Charles Darrow et du Monopoly, tu vas peut-être regarder ce dessin animé avec une grille de lecture un peu différente. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker, à t'abonner à la chaîne et à t'inscrire aussi à ma newsletter business. Toutes les semaines, je te partage des stratégies d'entreprise, un peu comme celle du Monopoly.
Avant de partir, je t'ai préparé une autre vidéo spécialement pour toi, tu peux la regarder en cliquant juste ici.